A big applaud for Mr. Corman. Thank you. Please be seated. Et je remercie Antoine Thirion, un critique de cinéma tout à fait talentueux, qui a éclairé et qui éclaire encore chaque séance de ses présentations et qui donc animera cette masterclass. Antoine, merci. Excellent moment à chacun d'entre vous. Je voudrais juste commencer en disant qu'il y aura une toute petite surprise à la fin. La masterclass devrait durer une petite heure et nous avons choisi de ne pas montrer d'extrait puisque les films passent pendant toute la semaine et pour laisser vraiment tout le temps à M. Corman de vous parler. Je voulais d'abord dire au nom de tout le festival, vous remercier d'avoir accepté notre invitation. C'est un immense honneur de vous avoir ici à Marseille et je crois que les mots que vous avez prononcés lors de la soirée d'ouverture ont touché beaucoup de monde ici. Vous avez tourné plus de 60 films en tant que réalisateur, plus de 400 comme producteur, du milieu des années 50 à aujourd'hui. Votre carrière est d'une envergure telle qu'il est difficile de la faire tenir en quelques mots. Je voudrais quand même tenter de la résumer à grands traits, ne serait-ce que pour mesurer le chemin parcouru. Vous avez attaqué le cinéma par la bande, à l'écart des grands studios, en générant un film après l'autre, suffisamment de revenus pour produire en continu. Ce qui est étonnant, c'est que ce flux ne s'est jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Vous avez produit et surtout réalisé dans les années 50 des films de tous les genres, gangsters, western, science-fiction, films de monstres, films musicaux, avec des budgets modestes mais une très grande inventivité, avec le concours de scénaristes aussi important que Robert Towne ou Charles Griffiths. Cette décennie, vous la concluez de la plus belle des manières en tournant en 2 jours et demi une comédie horrifique devenue culte, La petite boutique des horreurs. Vous avez tourné dans les années 60 une série de films d'horreur gothiques à succès, adaptés d'Edgar Poe. Puis des films sur la contre-culture, attentifs au bouleversement de la société, tournés de manière très très libre et audacieuse, comme Les Anges Sauvages et The Trip. Vous avez même tourné quelques films pour des studios, pour des grands studios. Mais c'est encore dans l'indépendance que vous produisez vos œuvres les plus importantes. Pour une société que vous nommez la Film Group et que vous gérez avec votre frère cadet Gene, vous produisez les premiers films de quelques grands noms comme Francis Coppola, Monte Hellman, Irving Kershner ou Curtis Harrington. Dans leurs films comme dans les vôtres, vous avez fait se rencontrer plusieurs générations d'acteurs: Vincent Price, Peter Lorre, Boris Karloff, Basil Rathbone, Ray Milland, Jason Robards, mais aussi Jack Nicholson, Peter Fonda, Dennis Hopper, Barbara Steele, Dick Miller, William Shatner ou Bruce Dern. Au début des années 70, vous interrompez votre carrière de réalisateur, mais vous lancez la New World Pictures avec un succès commercial et artistique immédiat, en lançant de jeunes cinéastes comme Martin Scorsese, Joe Dante, Stephanie Rothman, Jonathan Demme, John Sayles, Curtis Hanson, James Cameron et j'en passe. Dans ces films passent de nombreux grands acteurs de la génération du Nouvel Hollywood et des années 80, dont il ne serait pas exagéré de vous considérer comme le parrain officieux. Robert De Niro, Pam Grier, David Carradine, Sylvester Stallone, Tommy Lee Jones, etc. Avec cette société, vous distribuez également des grands films européens, Cris et chuchotements de Bergman, Derzu Uzala de Kurosawa, L'histoire d'Adèle H de Truffaut, Mon oncle d'Amérique de René. Et c'est grâce à vous qu'Amarcord de Fellini remporte un Oscar en 1975. Vous vendez la New World en 1983 et fondez Concorde New Horizons, qui devient ensuite New Concorde, et continuez à produire des dizaines de films de genre jusqu'à aujourd'hui, anticipant les bouleversements de l'industrie cinématographique, depuis la vidéo jusqu'à Netflix. Vous avez occasionnellement fait l'acteur dans les films de vos anciens élèves, puisqu'on parle couramment d'une école Corman, notamment dans Le Parrain 2, dans Hurlement de Joe Dante, dans Le Silence des agneaux et The Manchurian Candidate de Jonathan Demme, ou dans Apollo 13 de Ron Howard.
Vous ne revenez qu'une fois à la réalisation pour le très beau Frankenstein Unbound en 1990 avec John Hurt, Bridget Fonda et Raul Julia. Je m'excuse pour la longueur de ce name dropping. Il est peut-être un peu approximatif et en tout cas loin d'être exhaustif. Mais on voit combien votre histoire, c'est l'histoire du cinéma américain que nous aimons et que nous connaissons tous et que vous avez considérablement influencé. Ma première question est simple. Avec le recul, laquelle de ces périodes a été la plus exaltante à vos yeux ? Probably the most exciting period in my lifetime of films, which goes back to the 1950s, was when I was an independent director and producer. Being both a director and a producer gave me the fullest control over the production of my films. C'était sans doute dans les années 50, à mes débuts, quand j'étais à la fois et producteur et réalisateur de films. Cela me donnait, ces deux positions ensemble, me donnaient un contrôle total sur ce que je faisais, et c'était sans doute ça la période la plus enivrante de ma carrière. Il y a une appellation que vous réfutez, qui est celle de roi de la série B, King of the Bees, qui, si je ne m'abuse, vous a été donnée par un critique de Variety qui a été votre assistant, Todd McCarthy, dans un livre sur la série B. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cette appellation de série B est impropre ? It's probably fair, but I might mention I was on a television talk show one time, which was nationally broadcast, and the host asked me what I thought of being called the king of the bees. And I said, I've never made a bee picture in my life. C'était dans un show télévisé et je me rappelle, j'étais invité et le journaliste me pose la question, me dit mais qu'est-ce que ça vous fait d'être le roi des séries B? Et je lui dis mais monsieur, moi je n'ai jamais réalisé ou produit de film de série B. This probably will take too long, but I'll make it as short as possible. B pictures were something that was invented by the major studios in the 1930s during the Depression to give two pictures for the price of one. The studios would make what they called their A-list, which would be the number one picture of a double feature, and the B picture would be the second feature of the double feature. En fait, je vais essayer de la faire courte pour résumer un peu ce que c'est qu'un film de série B. C'est un système inventé par les studios dans les années 30 pour faire des doubles programmes. Ils avaient des films avec du budget A, qui était le premier film du double programme, et c'était avec le reste du budget qu'on faisait les films B qui complétaient ce double programme livré aux salles. After the Second World War, that practice was abandoned. So technically, I've never made a B picture, but today, low-budget pictures are called B pictures, so maybe I have made a B picture. C'est une pratique qui a été abandonnée après la Deuxième Guerre mondiale par les studios, donc techniquement, donc logiquement, je n'ai jamais réalisé de film de série B. Mais on peut dire que c'est ce on appelle toujours ainsi les films à petit budget, donc peut-être qu'effectivement, j'ai réalisé des films de série B. Vous préférez le terme d'exploitation ? I'm not afraid of the word exploitation. Exploitation simply means to exploit the subject matter of your film. So to a certain extent, all films are exploitation films. Some are greater in their exploitation content, and I'm perfectly willing to accept the fact that there is exploitation to a rather large extent in some of my films. C'est un mot, exploitation, dont je n'ai absolument pas peur. Qu'est-ce que ça veut dire des films d'exploitation? Ça veut dire qu'on essaie d'exploiter au maximum le sujet de ces films, leur implication dans le présent, dans le réel. Et donc c'est un mot vraiment qui ne me fait pas peur. Et même j'espère que la plupart de mes films sont cette qualité-là, de pouvoir exploiter au mieux et rendre au mieux le sujet auquel ils s'attaquent. Votre père était ingénieur, et vous avez vous-même songé à le devenir, avec notamment des études dans la prestigieuse université de Stanford. Et vous racontez dans votre autobiographie que votre emploi d'ingénieur, vous l'avez quitté au bout de 2 jours.
Est-ce que c'est vrai? Actually, my work as an engineer lasted 4 days. En fin de compte, je suis resté ingénieur 4 jours. I graduated with a degree in engineering, but I was also the film critic of the Stanford Daily, and I knew that I wanted to work in films, and I was unable to get a job to do anything in films. So finally, I thought I have to use the degree. I got a job as an engineer with U.S. Electrical Motors. I started on Monday, and I quit on Thursday, and I just said to the personnel office, this is a major mistake, and I never worked again as an engineer. Effectivement, j'ai eu mon diplôme en tant qu'ingénieur, effectivement, mais en même temps, j'étais critique de cinéma pour le journal de Stanford, et j'avais ces 2 casquettes en même temps. J'essayais désespérément de trouver un boulot et d'entrer dans le milieu du cinéma, mais ce n'était pas possible, et donc j'ai fini par accepter d'utiliser mon diplôme d'ingénieur, et je suis rentré dans cette compagnie électrique. Je suis rentré un lundi, et je suis parti un jeudi. En passant devant le bureau des employés, j'ai dit « Excusez-moi, c'était une vaste erreur ». Et vous vous souvenez des films sur lesquels vous avez écrit en tant que critique? I wrote about just about every film that came out at that time. I remember particularly being impressed by the films of John Ford, the names that most people would recognize, John Ford, Hitchcock, Howard Hawks, in particular, those 3 I remember specifically. J'écrivais sur tous les films qui sortaient à l'époque. C'était vraiment ma position. Et les films dont je me rappelle, ce sont des noms que vous avez certainement entendus déjà, mais ceux qui me marquaient déjà le plus à l'époque, c'est John Ford, c'est Howard Hawks et c'est Alfred Hitchcock. Vous êtes entré à la Fox brièvement. Je ne sais pas combien de temps exactement ça a duré. Vous avez été messager, story analyst, qui est un peu plus que lecteur de scénario. Et vous avez notamment travaillé sur un western, Gunfighter, qui a été réalisé par Henry King avec Gregory Peck et qui a été un grand succès. Et votre nom, je crois, n'a pas été crédité. Est-ce que c'est ce qui explique votre départ de ce studio? What happened, the story editor called me in one day and said, Roger, you have never given a positive review to anything you've ever read. You've knocked everything we've ever given you to read. And I said, that's because I'm the youngest guy here. You give me the poorest stuff. Give me something that is worthwhile. I'll be happy to praise it. And they gave me a screenplay called The Big Gun, which was a Western, which I liked very much. And I wrote an extensive review of The Big Gun. The Big Gun, the title was changed to The Gunfighter with Gregory Peck, and other people got credit for my work, so I left the studio. Oui, je me rappelle bien, en fait, le story editor qui s'occupait donc des lecteurs au studio pour la Fox m'avait appelé et m'avait dit « Mais écoute, tu descends toujours les scénarios qu'on te confie, tes notes de lecture sont toujours catastrophiques, tout est toujours nul quand tu écris, comment ça se fait ?» Et j'ai répondu « Écoute, je dois être le plus jeune de l'équipe et du coup, vous me refilez les scénarios les plus minables et les plus lamentables. Donnez-moi quelque chose d'intéressant à lire, quelque chose à faire sur le scénario, et là, je vous donnerai le meilleur de moi-même. » Et là, on m'a confié un scénario qui, à l'époque, s'appelait The Big Gun. J'ai écrit des notes dessus, ça m'intéressait beaucoup, je me suis beaucoup investi sur ce travail, et le film a été fait par la suite sur le titre Gunfighter, effectivement, avec Gregory Peck. Mais c'est quelqu'un d'autre dont le nom a été crédité au générique, et effectivement, ça m'a encouragé à quitter le studio. Et votre premier film en tant que réalisateur est un western aussi, Five Guns West. Et j'ai été frappé d'entendre que les images des Indiens, vous les utilisiez à partir de stock footage importé d'autres films. Yes, my first film as a director was a Western called Five Guns. My first film as a director was a Western called Five Guns West.
I shot the film in 9 days, and I had very little money, and there were some Indians, and they passed through Indian country. I didn't have the money to hire any Indians, so I used the Indians in long shots and used stock footage for the Indians. Oui, effectivement, c'était mon premier film qui s'appelle Five Gun West, mais je n'avais que 9 jours pour le tourner et un budget vraiment ridicule pour le faire. Et je devais effectivement, j'avais des personnages d'Indiens et j'avais des gens, je devais m'aventurer en territoire indien dans le film, mais je n'avais pas l'argent pour engager des acteurs. Donc en fait, j'ai utilisé des plans larges d'Indiens qui existaient effectivement auparavant et effectivement, j'ai utilisé ces plans-là pour le film, c'est vrai. Je ne sais plus si c'est sur ce film-là que Dick Miller se retrouve dans un rôle à la fois de cow-boy et d'Indien. Yes, Dick Miller and several other actors were both cowboys, and I had one sequence with Indians. They were both cowboys and Indians. I had the cowboys over here shooting, the Indians over there shooting. So I had some people who actually were Indians in the front, and I took all the shots of the cowboys over here, and I told a couple of them, okay, now you're going to change your clothes, you're going to be among the Indians on the other side. Oui, effectivement, Dick Miller et d'autres acteurs ont effectivement joué les deux rôles dans ce film. J'avais d'un côté les cow-boys et en contre-champ, j'avais les Indiens. Et une fois que j'avais tourné les cow-boys, pour la foule indienne, j'avais au premier rang des acteurs qui étaient effectivement des Indiens. Et j'ai dit aux cow-boys, bon, maintenant vous changez de vêtements, vous vous déguisez et vous allez derrière et vous allez renforcer les rangs des Indiens pour les plans sur eux. Dans les années 50, vous tournez de nombreux films de science-fiction, dont le merveilleux Teenage Caveman. Je crois que le titre n'est pas de vous. Et qui montre une société préhistorique qui se trouve en fait être post-nucléaire, post-apocalyptique. Yes, I made a picture called Prehistoric World, which tells the story of a prehistoric tribe that has a very strange religion and very strange rituals. It isn't until the end of the picture, in the very last scene, that we find that this is actually a story about the future. The atomic bomb has destroyed civilization, and life is starting all over again, and we have the equivalent of a prehistoric world. The original title was Prehistoric World. The title was changed to Teenage Caveman. Needless to say, I objected strenuously to that title change. Oui, effectivement, le titre original de ce film, c'était Prehistoric World. En fait, c'est un film qui décrit une tribu aux mœurs étranges, aux rites religieux étranges. Et c'est à la toute fin du film, dans la toute dernière séquence, que l'on s'aperçoit que cette tribu préhistorique, en fin de compte, est sur Terre et que c'est une suite à une guerre atomique que la population de la Terre a été réduite à être des tribus préhistoriques. C'était un sujet qui me tenait à cœur. Effectivement, il s'appelait donc Prehistoric World, mais on a demandé à ce que le titre pour la sortie soit changé en Teenage Caveman, c'est ça. Et malheureusement, autant vous dire bien sûr que j'étais complètement contre le changement de titre pour ce film. Il y a un film de Larry Clark qui s'appelle Teenage Caveman, mais je crois que vous n'avez rien à voir avec celui-là. No, I'm not aware of that. Je ne suis pas au courant, non. Dans les années 50, il y a notamment 2 collaborations qui me paraissent très importantes, avec 2 scénaristes, Robert Towne et Charles Griffiths. Comment est-ce que vous les avez rencontrés? Towne. As a director, I felt that I had learned the director's craft from the standpoint of working with the camera, editing it, and so forth, fairly quickly, partially because of my engineering background. But I didn't know
really very much about working with actors, and I felt I should enroll in an acting class to learn more how to work with actors. And I met Bob Town in the acting class because he was there also not to be an actor. He was a writer. He wanted to be a writer, and he felt that he would gain by being in an acting class. So we were the only two people in the acting class who didn't plan to be actors. Oui, j'étais réalisateur et je suis venu à la réalisation finalement avec mon expérience d'ingénieur. Autrement dit, en réalisant, j'étais familier avec le travail de la caméra, le travail du montage. C'était quelque chose qui me parlait et pour lequel j'étais formé. Mais je ne savais rien de ce que c'était qu'un comédien et j'avais envie très rapidement, j'avais besoin de me former à ce que c'est qu'un comédien et à me former à la direction d'acteur. Bob, j'ai donc décidé de suivre un cours d'art dramatique et c'est là où j'ai rencontré Bob Tower dans un cours d'art dramatique et lui, il voulait devenir scénariste. Et on était dans ce cours d'art dramatique, parmi tous ces jeunes comédiens, les deux seuls qui suivions ces cours sans jamais vouloir devenir un jour acteur. Je crois que c'est le cours de Jeff Corey qui était... Est-ce que c'est là que vous avez aussi rencontré Jack Nicholson? Yes, I met Bob Town and Jack Nicholson in that class. Jeff Corey was teaching the method technique, which was the American version of Stanislavski's method technique. He had been a very, very good actor who had been blacklisted during the McCarthy scares of the early 50s and became a teacher of acting for a little while and was very, very highly regarded. Oui, tout à fait. Jeff enseignait la méthode, qui est une version américaine de la méthode de Stanislavski, et c'était un très très bon comédien. Il avait été mis sur la liste noire à l'époque du macartisme, et il enseignait effectivement dans l'art dramatique dans ses cours. Et c'est effectivement là que j'ai rencontré Nicholson, tout à fait. Et quant à Charles Griffiths, comment est-ce que vous l'avez rencontré? I just met Chuck Griffith around town. We were all young people working in films at that time, and we socialized together. I met him, I think, at a party somewhere, and we became friends. He wrote a script for me, which I thought was very good, and he ended up renting a number of scripts for me and actually directed 2 pictures, one of which a car chase picture called Eat My Dust, which starred a comedy car chase, which starred Ron Howard. It was very successful and led to Ron directing the next car chase picture, Grand Theft Auto, which started his career as a director. Oui, Chuck, c'était quelqu'un comme moi qui était jeune et on sortait beaucoup ensemble, on se croisait souvent. On était des jeunes qui avaient envie de faire du cinéma et c'était ce que l'on partageait. Je crois que l'avoir rencontré dans une fête et il a écrit d'abord un scénario pour moi que j'ai trouvé vraiment très bon. On a ensuite beaucoup collaboré, il a beaucoup écrit de scénarios pour moi et il a réalisé même deux films pour moi, dont l'un qui était un des premiers films de course automobile que j'ai réalisé et qui a eu assez de succès pour qu'on ait envie d'en faire un deuxième. Et c'est là, j'ai confié la réalisation à Ron Howard, qui était comédien et qui a eu beaucoup de succès avec. Et ça a commencé la carrière de Ron en tant que réalisateur. Vous racontez dans votre autobiographie que vous avez écrit deux films importants, Un baquet de sang et La petite boutique des horreurs, avec Griffiths, en allant dans les bars sur Sunset Strip. Yes. These were 2 pictures which were very low-budget comedy horror films. The first was Bucket of Blood. The second was Little Shop of Horrors. What had happened, I had made a horror film, and at the sneak preview, there was one sequence which was to end with a shocking moment, and I hoped if the sequence worked, the audience would scream. The sequence worked perfectly. The audience screamed,
And then after they screamed, there was a little bit of laughter. And I felt, what did I do wrong? And I thought, I didn't do anything wrong. It's sort of laughter of appreciation. And I got the idea, and I have to admit this was not an original idea. People had done it before. But to me, it was an original idea of combining horror with comedy. And Chuck and I spent one night moving along the coffee shops of the Sunset Strip, going from one place to another, working out the treatment, the storyline of the first picture, Bucket of Blood. It was very successful. So I said, let's do it again. And we just went from one coffee shop to another and did Little Shop of Horrors, which was even more successful than Bucket of Blood. Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait avec lui 2 films. En fait, j'avais l'idée de faire des comédies qui soient aussi des films d'horreur. C'était une idée qui m'était venue parce que j'avais produit auparavant un film donc d'horreur et j'attendais beaucoup des effets que devait produire la scène finale du film, une scène très forte. Et je m'attendais vraiment avec impatience qu'elle fasse vraiment crier les gens. Et pendant la première projection que j'ai assistée, je voyais que les gens ont effectivement bien crié et puis qu'après ça rigolait un peu dans la salle et je me suis demandé, oui, je me suis planté, qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens rient? Je me suis aperçu qu'en fin de compte, ce rire est un rire un peu nerveux que les gens ont parfois et qui est un rire finalement d'appréciation, qu'ils ils prennent plaisir à ce sentiment d'épouvante et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant à découvrir. Je ne pense pas que de mélanger la comédie et l'horreur, c'est une idée très originale que je suis le seul à avoir eue. Mais effectivement, ça m'a beaucoup plu de travailler dans ce genre-là. Et Chuck et moi, on a passé beaucoup de temps dans les cafétérias du Sunset Strip à Los Angeles pour effectivement écrire, essayer de trouver des idées qui pourraient marier les deux, l'humour et le film d'horreur. On a donc réalisé Bucket of Blood, qui a eu beaucoup de succès. Et on a continué ensuite nos virées dans les cafétérias de Sunset Strip pour écrire Little Shop of Horror, qui a eu encore plus de succès. Il paraît que la petite boutique des horreurs n'avait pas de copyright. Je me demandais si vous aviez été un peu dépassé à l'époque par le succès de ce film. Little Shop of Horror didn't have a copyright. Were you overwhelmed by the success of this film? Yes, the picture was shot in 2 days and a night, and I didn't even bother to copyright it because it cost too much money. I ended up, however, selling the rights. I became a Broadway musical and did very well. And David Geffen, a Hollywood producer, bought the rights to make a feature film of it. And within it, he gave me the right to remake the film. So I ended up using David Geffen's copyright, although I haven't yet remade the film. I'm considering it. Oui, Little Shop of Horrors, effectivement, c'est un film qu'on a tourné en 2 jours et 2 nuits seulement. Et je dois dire que ça coûtait tellement cher d'enregistrer le film au bureau du copyright que je ne m'ai pas pris la peine de le faire. Mais j'ai pu revendre par la suite les droits pour que ça devienne un film de long métrage, une comédie musicale, produit par David Geffen, le producteur également de musique, qui a donc racheté les droits pour en faire un film dans les années 80, en tout cas un film à succès aussi, une comédie musicale. Et il a eu l'élégance de me redonner le copyright et ainsi de me céder le droit de refaire un remake de mon propre film. Donc j'ai le copyright, je pense qu'un jour peut-être j'aimerais refaire un film à partir de Little Shop of Horrors, mais pour l'instant ça n'a pas été le cas. Vient ensuite la série des films d'adaptation d'Edgar Poe. Il paraît que Samuel Arkoff et Jim Nicholson de American International Pictures, qui étaient vos distributeurs, je pense, n'étaient pas convaincus par cette idée. The origin of the Poe Pictures was that American International and another independent company called Allied Artists had developed a way to sell very low-budget pictures in theaters, particularly in drive-ins. They would put together 2 horror films, 2 science fiction films, 2 action films, whatever. Each film would be shot in black and white on a 10-day schedule on budgets ranging from
$40 to maybe $70 or $80,000. AIP asked me to make two more horror films, but I had a different idea. Oui, effectivement, l'idée est venue d'un moment où American International et une autre compagnie qui s'appelait Allied fabriquaient et faisaient à la chaîne des films à très très bas budget. Il s'agissait de nourrir les cinémas de drive-in et de leur donner des films à la chaîne, des doubles programmes, soit 2 films d'horreur, soit 2 films d'action, soit 2 films de science-fiction. C'était des films qui étaient produits en noir et blanc, qui devaient être tournés en 10 jours, dans un budget qui allait entre 40 et 70 000 dollars. Et IP m'a commandé 2 films d'horreur pour du coup cette série-là, mais moi j'avais une autre idée, c'était pas ce que je voulais moi faire. I felt two things. One, that this was sort of a sales technique to sell 2 low-budget films, and they were repeating themselves, and it wasn't going to work anymore. And frankly, I wanted to move up a little bit. So I said, instead of 2 black and white films in 10 days, let me make 1 15-day picture in color. And I wanted to make The Fall of the House of Usher. And there were 2 people running the company, Jim Nicholson and Sam Markoff. Jim Nicholson readily agreed because he too felt that it was time to move on and move up, as it were, into slightly bigger films. His partner, Sam Markoff, was a little dubious, and he said, well, the idea is all right, but each of these horror films we've had in the past has had a monster. There's no monster in The Fall of the House of Usher. And thinking fairly quickly, I said, Sam, the house is the monster. And on that basis, they said yes, and I made the film. Oui, je pense que leur système pour fournir ces doubles programmes aux salles, c'était une technique de vente et que c'était pas vraiment au bénéfice des films eux-mêmes, puisque finalement de produire à la suite 2 films du même genre, on obtenait des films qui se répétaient beaucoup entre eux. C'était ma première idée d'abord, c'est que je pensais que ça n'allait pas marcher pour ça. Et ma deuxième aussi ambition, c'était que j'avais envie, en tant que réalisateur, de monter un gamme et de faire des films plus ambitieux. Et donc je suis allé les voir et je leur ai dit, écoutez, vous me proposez de tourner 2 films en noir et blanc pour 10 jours. Moi, je vous propose de tourner un film en couleur en 15 jours. Et je voudrais faire une adaptation de La Chute de la maison Usher. La société de production était alors donc dirigée par Jim Nicholson et Sam Arkoff. Nicholson était plutôt OK, était d'accord pour aussi monter en gamme. Il pensait que c'était nécessaire pour sa société. Sam Arkoff avait vraiment plus de doutes. Il trouvait que l'idée était pas mal, mais il se disait, mais ce qui fait le succès de nos films d'horreur, c'est qu'il y a des monstres, et dans La Chute de la maison Usher, il n'y a pas de monstres. Et moi, je lui ai dit, mais Sam, le monstre, c'est la maison. Dans le même ordre d'idée, votre choix de Vincent Price ne repose pas sur le caractère monstrueux du personnage qu'il incarne, mais plutôt sur la crainte qu'inspire son tourment. Et je trouvais très belle cette idée d'un personnage névrosé, mais j'ai l'impression qu'elle se retrouve beaucoup dans les films que vous avez réalisés. Yes, the fact that Roderick Usher, the lead in The Fall of the House of Usher, was a very intelligent but tormented, neurotic individual was very typical of the leads in the Poe pictures. I felt Vincent had been a star from early on, but he'd never been the handsome Clark Gable, Tyrone Power type of leading man. He'd been a character leading man. He was now a little bit older, and I felt he had the stature, the intelligence, and frankly the neurosis to play this tormented individual. Oui, je pense que le personnage de Roderick Usher est un personnage d'un homme intelligent et tourmenté que j'avais très envie d'explorer, j'ai envie de travailler ça. Et c'est un genre de personnage qui effectivement est tout à fait
représentatif de tous les films que j'ai adaptés d'après Poe. Vincent Price était une vedette certainement à l'époque, mais il n'avait jamais été le beau jeune premier à la Clark Gable ou à la Tyrone Power. Donc il était plus âgé à ce moment-là, et comme il avait pris un peu donc d'âge, il avait aussi pris en stature, il avait l'intelligence pour ce rôle-là, et je crois aussi qu'il était assez névrosé pour comprendre et prendre le personnage après le corps. Ce qui est très beau dans la série des Poe, c'est que vous ne répétez quasiment jamais le même film, et vous passez de l'horreur à la comédie du Corbeau, à la farce du Masque de la Mort Rouge. Est-ce qu'il vous faut changer à ce point de style pour garder le désir de tourner ces films? Yes. Within the Poe films, there were certain elements of horror that I felt repeated themselves to a certain extent. So I tried as much as I could to vary the films. The first film was The Fall of the House of Usher. The second film was The Pit and the Pendulum. I tried to vary the locations as much as I could and to modify the characters of particularly the leading man. It was after, I think, 4 or 5 of these films when I felt very definitely that I had to change somewhat. Dick Matheson, the writer I was working with, was a very good writer, and I came up with the idea of starting to bring a little bit of humor into the Poe pictures. That was probably the greatest change we made, because Poe's short stories were not funny short stories. Oui, dans la série des films adaptés de Edgar Allan Poe, j'avais le sentiment que les éléments d'horreur, de films d'horreur, pouvaient se répéter d'un film à l'autre. Et j'étais très tenté de varier les choses. Ça a commencé donc, cette série, par la chute de la maison Usher, et par la suite, j'ai voulu varier les décors naturels, varier les images, varier aussi le caractère du héros. Et au bout de 5 films, c'est avec le scénariste très brillant avec lequel je travaillais, Dick Matheson, et c'est lui qui a décidé d'introduire de l'humour dedans. Et ce qui était sans doute un changement assez important par rapport, et peut-être un choix d'adaptation plutôt osé, dans le sens où les nouvelles de Poe ne sont pas du tout des nouvelles humoristiques. La série est une série plutôt en décor, en studio, avec un aspect très, très, très artificiel. Mais vous tourniez par ailleurs des films qu'aujourd'hui on qualifierait de cinéma guérilla. C'est-à-dire que vous tourniez très très vite dans des vraies villes. Peut-être l'un des films les plus importants à cet égard est votre film The Intruder. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'expérience de ce film qui a été Well, first, all of the Poe films were shot within studios. I had a theory that Poe was working with the unconscious mind in the mid-19th century, much as Freud was working with the unconscious mind a little bit later. And I felt that the unconscious mind is not really aware of the outside world. The unconscious mind gets its information from the eyes, the ears, and so forth, and therefore I should try to shoot everything artificially inside a studio and only occasionally go outside when the story required it. For instance, in the Fall of the House of Usher, the opening scene, the young man rides through a forest to come to the house, and before shooting, there was a forest fire in the Hollywood Hills, and it destroyed just about everything, but it left the trees all twisted and burned, and white ash all over the ground. So I put together just a cameraman, a grip, and somebody to handle the horse, and had Mark Damon ride through this burned out forest. So I was always trying to stay away from the natural look. It was
after doing that a certain amount of time, I got tired of my own theory and decided I wanted to go out into the world and shoot the natural world. Effectivement, les films adaptés de Poe sont des films tournés en studio, parce que mon sentiment, c'était que Poe avait exploré l'inconscient au XIXe siècle de la même manière que Freud allait le faire un peu plus tard. Et je pense que cet inconscient qui est mis en scène par Poe est aveugle au monde extérieur, et qu'il ne se nourrit que des perceptions, du regard, des sons, quelque chose qui est très intérieur finalement. Et j'ai voulu, pour traduire cela, rester dans un univers très artificiel et créer ces images en studio. Je n'en sortais que très rarement de ces studios pour tourner des images à l'extérieur. Il y a un exemple, par exemple, de la Maison Usher, c'est la séquence d'ouverture où on devait tourner le trajet du héros qui traverse une forêt pour se rendre dans la maison. Et il y avait eu un incendie dans les forêts, dans les collines autour de Hollywood, et ça n'avait laissé qu'un paysage désolé et avec des arbres et des troncs en cendres. Et j'ai pris un caméraman, j'ai pris un ou deux membres d'équipe et j'ai demandé à l'acteur, à Mark Damon, de venir, et on a tourné quelques plans de lui dans ce paysage désolé. Et vous voyez, c'est ce qui me fait dire que j'essayais vraiment de m'éloigner de tout naturalisme dans ces films, d'une façon ou d'une autre. Je me suis lassé moi-même de ma propre façon de faire, et pour les films suivants, au contraire, j'ai voulu vraiment me confronter aux extérieurs. The Intruder, je crois, était une expérience de tournage très très difficile. C'est un film qui avait été invité en compétition à Cannes et qui a été retiré au moment de l'affaire James Meredith, qui était le premier étudiant afro-américain dans l'université du Mississippi, et que Kennedy avait protégé avec la garde nationale. Qu'est-ce qui s'est passé à Cannes? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont retiré? I'm not certain exactly why the film was first invited to Cannes, but and then withdrawn. I think it was because of simply the political situation, the cultural situation at that time, and was considered to be overly controversial. A similar thing happened to me a few years later with The Wild Angels, which was about the Hells Angels motorcycle gang, which was invited to the Venice Festival as the opening night festival. And the U.S. State Department protested that it did not show the United States in the best possible vein. But in that case, the authorities at Venice disregarded the request, and the film played anyway. Je ne suis pas certain, d'abord, pour commencer, des raisons pour lesquelles ce film avait été invité à concourir au Festival de Cannes. Je ne sais pas trop pourquoi il l'avait choisi, ce film. Et je crois qu'il a été retiré, à cause de la situation politique et culturelle de l'époque. Et c'est un sujet qui traînait beaucoup de controverses à l'époque. Je me rappelle qu'un autre film que j'ai fait, Wild Angels, avait été sélectionné à Venise en ouverture, et que le département d'État américain avait vivement protesté contre cette sélection, parce que le film donnait une image négative des États-Unis. Mais Venise a tenu bon, et eux, ils ont gardé le film, qui a effectivement fait l'ouverture du Festival de Venise. Est-ce que vous avez souvent eu affaire à la censure? There was no censorship. Censorship for political reasons really does not exist in the United States, at least in the motion picture industry. Censorship is self-imposed by the Motion Picture Association, and it's primarily has to do with sex and violence. Somebody once commented that they didn't want to see pictures with sex and violence because they had enough of that at home. La censure, telle qu'on entend la censure politique, en tout cas, je crois que ça n'existe pas en fait aux États-Unis. L'industrie du cinéma a un organisme d'autorégulation qui s'appelle la MPAA et qui s'occupe en interne de réguler les questions de sexe et de violence au cinéma.
mais quelqu'un a d'ailleurs dit un jour que ces gens-là ne voulaient vraiment pas, le public ne voulait absolument pas voir au cinéma du sexe et de la violence, parce qu'ils en avaient vraiment assez chez eux. J'ai quand même entendu dire qu'en France, Bloody Mama avait été interdit pendant un temps et que vous aviez écrit une lettre dans le journal Combat pour protester contre cette décision. I only vaguely remember that there was some question in France about Bloody Mama, but the fact of the matter, it was a true story. It was a story of a woman who was a farmer's wife during the Depression in the South, and her farm was dispossessed, and she and her sons went on a crime spree, and her name was Ma Barker, and it was known as the Ma Barker Gang. And it may be the fact that this mother led her young sons into crime that offended some people. Oui, j'ai qu'un vague souvenir de la situation en France du film à l'époque et de ce que Bloody Mama a eu à faire face en France à l'époque. Je ne me rappelle pas très bien, mais c'était une histoire vraie, ce film. C'était basé sur des faits réels. C'était l'histoire d'une femme d'agriculteur dans le sud des États-Unis. Ils avaient été dépossédés de leurs biens, et avec ses fils, elle avait formé ce qu'on appelait elle s'appelait Ma Barker, et elle avait formé ce qu'on a disait son gang avec ses fils. Et donc cette histoire de mère qui, avec ses fils, les poussait au crime, c'était quelque chose qui pouvait certainement avoir quelque chose de gênant. J'ai entendu dire que Joe Dante avait un projet de film biographique sur vous qui s'appellerait L'homme aux yeux kaléidoscopiques, à propos de votre expérience du tournage de The Trip, qui est un film que vous tournez à cette époque-là, et pour lequel vous avez fait des expériences sur vous-même. Yes, Joe Dante has a script called The Man with the X-Ray Eyes, which was about my experiences with LSD and the making of the trip. He had a very strange thing happen. I'm not aware of this being done before. He decided to have a reading of the script at a theater in Hollywood and charge admission. And I said, Joe, I don't think anybody's going to want to come to a theater and pay money just to have actors read a script. But the theater was sold out, and there was a big line around the block to get in. So he now thinks he will get the financing to make the picture based on that reading. Oui, effectivement, Joe Dante a écrit un scénario qui s'appelle The Man with X-Ray Eyes et qui est basé sur mon expérience avec le LSD et effectivement de ce film dont vous parliez, The Trip. En fait, il a écrit un scénario et il a pris la décision pour le tester d'organiser une lecture avec des comédiens de ce scénario dans une salle à Los Angeles et de vendre des places pour cette lecture. Je lui ai dit, mais Joe, c'est un peu... Tu vas jamais arriver à grand-chose, tu vas pas pouvoir gagner quoi que ce soit en vendant des places pour une lecture par des comédiens d'un film comme ça devant l'écran. Mais effectivement, ça a eu un succès énorme, il y avait la queue pour que les gens se bousculaient pour rentrer, et fort de ce succès, il est persuadé qu'il va pouvoir trouver des financements pour monter ce film. Je crois que c'est le comédien du Saturday Night Live, Bill Hader, qui jouait votre rôle. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant, Bill Hader? Yes, Bill Hader from Saturday Night Live played me at the reading, and I thought he was very good. He played it for more humor than I thought was actually in the script, and the audience loved it. So if the film is made, and I think it's going to be made, he probably will be playing the lead. Oui, ce comédien, Bill Hader de Saturday Night Live, effectivement, je l'ai trouvé très très bon et il jouait
jouais donc mon personnage, enfin moi-même, et je trouve qu'il ajoutait beaucoup d'humour par rapport à ce qui était dans le scénario, et le public réagissait avec beaucoup de plaisir à cela. Et j'ai donc le sentiment que si le film se tourne, ce sera, j'imagine, avec lui dans le rôle. Bien avant que vous fondiez la New World Pictures, qui a été votre société la plus importante, vous aviez fondé une autre société au début des années 60 qui s'appelle la Film Group. J'aimerais savoir quelle est la différence entre les deux, pourquoi la Film Group s'est arrêtée. The film group was really a small experiment in distribution. I didn't have a full distribution staff, and I just made a couple of low-budget pictures to see what it would be like. I wasn't particularly pleased with the results, and I wasn't really at that time interested in distribution. So I sold the company, and I think I directed almost all of the 4 or 5 films for the film group, and I just went back to directing. Film Group, c'était une expérience pour moi, une expérience en distribution, mais je n'étais pas bien entouré, je n'avais pas l'équipe qu'il fallait, je n'étais pas très satisfait de ce que l'on avait réalisé, et aussi, à l'époque, le métier de distributeur ne m'intéressait pas beaucoup. Je crois qu'on a dû sortir 4 ou 5 films, c'était tous des films que j'avais réalisés, et mon envie, à l'époque, c'était de retourner à la réalisation. J'ai donc vendu la société. Pourquoi vous avez finalement décidé d'interrompre votre carrière de cinéaste? I stopped directing in 1970 simply because I was tired. It's hard for me to believe that I did this so much. I had directed about 60 films in about 12 years, and I was just tired. I remember at one time I was shooting one picture during the day, and I was casting the next picture during the lunch hour, and I was cutting the previous picture at night. And I remember at the end of editing at night, I got into bed and said to myself, I have to sleep fast. And I thought, this is out of control. I have to slow down. Oui, j'ai arrêté de réaliser des films en 1970 parce que j'étais fatigué. J'avais même du mal à me rendre compte que j'avais réalisé 60 longs métrages en 12 ans. Et j'étais complètement crevé. C'était une époque où je tournais un film de jour. Pendant la pause de midi, je m'occupais de casting pour le prochain. Et pendant la nuit, je m'occupais de montage. Et je me rappelle qu'à la fin de la nuit, je devais rentrer chez moi, je me mettais au lit et je me disais, il faut vraiment que je m'endorme très vite. Mais c'était, pour moi, ça commençait à devenir fou et je voyais la fin venir de ça et je n'en pouvais plus. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le succès quasi immédiat et immense de la New World Pictures? What happened in 1970, when I finished that film, I thought I would take a year off and just relax and come back to directing in a year. But I got bored during the year, and I started New World Pictures as a production distribution company, but this time better formed with a veteran sales manager and distribution. And I had a pretty good idea as to what films worked and what films didn't work in the low-budget field. And all of a sudden, every film was a success. And we took off so fast that I just never got back to directing. En 1970, comme j'étais sur le tournage du film dont je parlais juste avant, et après ce film, j'ai donc décidé de faire un an de pause, de me retirer, de prendre du recul. Je pensais m'arrêter pendant une année et puis revenir aux affaires un peu plus tard. Mais l'année n'était pas passée et déjà je m'ennuyais terriblement et j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de New World Pictures. Cette fois-ci, pour la distribution, qui était une compagnie de distribution et de production. Cette fois-ci, je me suis entouré de vendeurs, de directeurs de vente et de distributeurs qui étaient qualifiés et qui connaissaient le métier. Et puis, avec mon expérience, je savais, dans le monde du cinéma de petit budget, ce qui marchait et ce qui marchait pas. J'étais donc en bonne forme et j'étais donc, il me semble, bien établi et je savais ce que je voulais et que
c'était un bon moyen de commencer la société. Comment est-ce que vous trouviez les jeunes cinéastes avec lesquels vous avez travaillé? When I started New World, I was still friends with Jim Nicholson and Sam Arkoff at American International, and the picture we talked about earlier about a Southern woman, gangster, rural gangster, Bloody Mama, had been a major success for them. And they asked me to make another one. And I said, I've got my own company now. I don't want to direct for another company, but I'll produce one for you. And my wife, Julie, found a book called Boxcar Bertha, which we bought, and I rewrote it and pretty much wrote a whole new story. But I was looking for a director, and I'd met Marty Scorsese earlier and was very impressed by him. And I talked with him and simply decided to hire Marty to make that picture. Quand j'ai créé New World Pictures, je suis tout de même resté ami avec Jim Nicholson et Sam Arkoff, dont on parle tout à l'heure, et qui dirigeait American International. Et je venais de faire avec eux Bloody Mama, le film dont on vient de parler aussi, qui avait été un très grand succès. Et ils m'ont dit, il revient et on en fait encore un. Je leur ai répondu, non, maintenant j'ai ma compagnie, je ne vais pas réaliser de film pour une autre société que la mienne, mais je veux bien m'occuper de la production pour vous de ce nouveau projet. À ce moment-là, mon épouse, Julie, est tombée sur ce livre, ce récit qui s'appelait Boxcar Bertha, et on s'est lancé dans une réécriture, on s'est lancé dans l'adaptation de ce film, et on s'est mis aussi à la recherche d'un réalisateur. Et là, on est tombé sur Martin Scorsese, qui avait réalisé un court-métrage qui m'avait beaucoup impressionné, et c'est comme ça que cette aventure s'est lancée sur Boxcar Bertha. Il paraît que vous testiez les concepts des films en envoyant vos assistants aller voir des étudiants en leur présentant des titres et des posters. Est-ce que c'était utile pour décider quel film vous feriez? The films I decided to make were really based upon my experience at that time. I've been working in films for a number of years. I might mention, incidentally, William Goldman, who is one of the top screenwriters, an Academy Award-winning screenwriter, wrote a book about making films, and his first sentence in the book has become famous. It was, nobody knows anything. I don't think he's quite right. I think what he should have said, and what I believe is, most of us almost know something. We have a general idea, but we don't have all of the answers. It's what I call the educated guess. So what I was doing, I was basing my decision as to what pictures to make on what types of pictures had been successful for me and for other people in the past, and then modifying them to bring them up to date and make them different. I am a strong believer when working in a genre that you follow the rules of the genre, but that you change them to a certain extent so that each picture is, to a certain extent, new. Oui, il faut vous dire que la plupart des films que j'ai écrits, sur lesquels j'ai travaillé, étaient basés sur ma vie, sur mon expérience d'une façon ou d'une autre. Et je n'ai pas encore cité son nom, mais William Goldman, qui a gagné un Oscar, était un très grand scénariste. Et il a écrit un livre sur le cinéma, sur comment on fait pour faire des films. Et en introduction à ce bouquin, il a écrit une phrase, et il écrit « Personne ne sait rien à rien ». Et je ne suis pas tout à fait sûr de ça, je ne crois pas. Je crois que, moi, je dirais plutôt que dans la matière de cinéma, pour essayer de faire des films qui fonctionnent, je crois que la plupart des gens
ont une ou deux bonnes idées, et une idée générale en tout cas, mais ils n'ont pas toutes les réponses aux questions qui vont se poser dans la mise en œuvre de ces films. Moi, quand je me posais la question quel film il faut faire, quels films peuvent avoir du succès, qu'est-ce qui peut marcher, je regardais les films qui avaient fonctionné dans les années précédentes par le passé. J'essayais de voir les recettes qui avaient touché le public, qui avaient fonctionné, et j'essayais à chaque fois de les modifier, ces recettes, de les mettre à jour, de mettre ces règles-là et ces recettes au goût du jour. Et je pense que c'est ça finalement un genre cinématographique. Pour faire un film de genre, il faut suivre les règles de ce genre, mais il faut aussi changer ces règles. Il faut les mettre au goût du jour, il faut les transformer, il faut savoir parfois sortir des rails de ces règles. Quel type de conseils vous donniez aux jeunes cinéastes, des gens comme Jonathan Demme, Joe Dante ou Ron Howard? On dit qu'ils suivaient toujours les conseils que vous leur aviez donnés à l'époque. I had, with the new directors, I had sort of a 1 to 2 hour discussion in which I would talk about different elements of directing. The most important was preparation. We were making low-budget films. We were making them on 2 to 3 week schedules. And I said, you cannot go in and say, I don't know, I'll try to figure out where to put the camera. You must go in and say, I will put the camera there. A camera will be there with a 30 lens. It will pan with the actors and go there. You must have as much of the picture prepared in advance so that you spend your time shooting, not thinking about shooting. But even knowing that, you must allow for the fact that you'll never follow your shooting plan 100%. Certain ideas will come up, you will make changes, but the preparation is essential. À ces jeunes réalisateurs auxquels je travaillais, je faisais en général, on avait une réunion ensemble et on se voyait pendant 1 ou 2 heures et je leur disais quoi? Je leur disais la clé vraiment du film que vous allez réaliser, c'est votre préparation. On fait des films à très bas budget, vous avez 2 à 3 semaines pour le mettre en boîte, ce film, et vous n'avez pas le luxe d'arriver sur le plateau et de vous dire, ah ben tiens, on va réfléchir à où est-ce qu'on va mettre la caméra. Vous devez arriver et vous devez tout de suite dire, c'est là qu'on met la caméra. Et c'est ça l'objectif que je veux qu'il soit, et c'est ça que l'on tourne immédiatement. Pour cela, il faut être très préparé. On ne peut pas arriver sur le tournage en se disant, on va réfléchir au tournage. Il faut que quand le tournage commence, on tourne, et pas qu'on commence à y réfléchir. Cela dit, je leur disais aussi toujours, cependant, on ne tourne jamais à 100% ce qui est prévu. Il y a toujours des choses qui arrivent, il y a toujours des choses qui se changent, il y a toujours des choses à capter, des choses à inventer. Il faut rester ouvert à cela, mais cependant, on arrive sur le tournage préparé. Une autre chose, vous avez aussi dit, de manière assez célèbre, celui qui fait 3 films pour moi n'a aucun talent. Vous n'avez jamais cherché à les retenir. I expected the directors, as well as writers, producers, other people working for me, to move on. I was picking people I thought were talented. I thought I was helping them. I was teaching them something, and I expected them to move on, to have careers of their own, and a new generation will come up. This worked very well because we were able to get very good young people, see them move up, and then the company would be reinvigorated by other young people coming in and moving up. J'ai toujours attendu des réalisateurs, des scénaristes, des autres membres de l'équipe qui travaillaient pour moi. Je me suis toujours attendu, j'ai toujours pensé qu'ils allaient ensuite avancer, aller évoluer, qu'ils iraient ailleurs surtout. Et peut-être qu'ils apprenaient quelque chose avec ce que je faisais avec eux, peut-être qu'ils en retiendraient quelque chose, mais je me suis toujours mis dans l'idée qu'ils auraient ensuite une carrière ailleurs et qu'ils allaient former ce qui allait être dans le cinéma une nouvelle génération. Ça a d'ailleurs très bien marché parce que le départ de ces gens de ma structure à moi permettait à ce que de nouvelles personnes me rejoignent et la compagnie était sans cesse nourrie par du sang nouveau, ce qui est quelque chose qui a toujours été très bénéfique. I might add,
one point to that, Ron Howard directed his first picture for me, Grand Theft Auto. And he was really doing a very good job. And we had a car chase scene in a kind of a stadium where cars were crashing, and he wanted more extras in the audience. And I said, Ron, I can't give you more extras, but if you do a really good job on this picture, you will never work for me again. J'ajouterai une petite anecdote. Ron Howard a réalisé un de ses premiers films pour moi, et il a donc réalisé notamment un film qui s'appelle Grand Theft Auto, qui est un film de poursuite automobile. Et d'ailleurs, il s'est très bien débrouillé au niveau de la réalisation, et c'était un film qui a très bien marché. Il y avait une scène de poursuite de voiture qui, je crois, se déroulait dans un stade, et il y avait un accident, il y avait un crash, etc. Et Ron voulait vraiment qu'il y ait beaucoup plus de public autour du stade qui regarde ça, et il voulait donc qu'il y ait beaucoup plus de figurants. Et il me réclamait vraiment plus de figurants. Et je lui ai dit, écoute, je ne peux pas te donner plus de figurants, tu n'auras pas plus de figurants, mais si tu te débrouilles bien pour ce film, tu auras la chance d'aller faire des films ailleurs sans moi. He paid me back by casting me as a senator in Apollo 13, and I was the senator who objected to the cost of the space program. Il m'a rendu la monnaie bien plus tard en me confiant le rôle du sénateur dans Apollo 13, le sénateur qui s'oppose au programme de découverte de l'espace. Je crois que vous avez été honoré tardivement par les Oscars, mais dès les Oscars 1975, beaucoup des cinéastes et des gens qui ont travaillé avec vous ont été récompensés, notamment Coppola sur Le Parrain 2, dans lequel vous avez tourné, Robert Towne pour Chinatown, Robert De Niro, Scorsese via Ellen Burstyn pour Alice Don't Live Here Anymore. Vous étiez fier? Yes, I was proud myself to receive an Academy Award, but I was almost equally proud of the number of people who had started with me who had won Academy Awards themselves. I won not for a particular picture, but for a lifetime achievement. It was a lifetime achievement Academy Award, and you have to be voted for it. And I found out that almost everybody who had worked with me was responsible for my winning. They had voted for me. Oui, je suis très fier de l'Oscar qui m'a été attribué, mais je suis presque aussi fier du nombre de gens qui ont travaillé avec moi et qui ont eux aussi reçu des récompenses. L'Oscar qui m'a été attribué a été attribué à toute ma carrière, à l'ensemble de ma carrière, et c'est un Oscar pour lequel l'Académie, les membres de l'Académie doivent voter. Et je me suis rendu compte à quel point tous les gens qui avaient travaillé pour moi avaient tous voté pour moi, donc j'en étais très flatté. Well, thank you very, very much, Mr. Corman. Je crois qu'il y a une petite surprise qui se prépare pour vous. Oui, la petite surprise, enfin, c'est une décoration tout simplement parce que on a pensé, enfin, le ministère de la Culture a pensé que on ne pouvait pas laisser partir Roger Corman sans le remercier de ce qu'il a fait pour le cinéma. Cher Roger Corman, tout le monde ici vous connaît, tout le monde sait ici ce que le cinéma vous doit. Dear Roger Corman, everybody here knows you. Everybody knows what cinema owes you. Aussi, ne vais-je pas détailler année après année, d'autant que ça a été fait, films réalisés, films produits, distribués, découvertes, votre longue carrière. So I will not get into the details year by year of the movies you directed, produced, distributed, discovered, this long career of yours. Mais je vais tout de même essayer à mon tour d'en marquer les moments les plus forts. But I will try to highlight the strongest moments. Vos débuts tout d'abord.
Lisant votre autobiographie, j'en ai à peine cru mes yeux, tellement cette histoire a l'air sortie d'un film ou d'un roman américain, bien sûr, et rooseveltien de surcroît à la Capra. The beginnings first. Reading your autobiography, I couldn't believe my eyes. This story is like taken out from an American movie or a novel, a Rooseveltian story, like Frank Capra's. Après des études d'ingénieur réussies pour la forme, et après une semaine à peine de travail salarié dans ce domaine, vous démissionnez prestement et, irrésistiblement attiré par le cinéma, entrez comme coursier, oui, comme coursier, à la Fox. After your studies as an engineer, after a week of work, you quit your job, you were attracted by the film industry, and you start as a runner, yes, a runner for Fox. Il fallait être dans la place, peu importait le job, appliquant ainsi dès le début le pragmatisme qui sera votre marque de fabrique, que ce soit comme réalisateur ou comme producteur. Whatever the job, you had to be there. You were a pragmatic, and this will be your style as a director or as a producer. Très vite, vous devenez lecteur de scénario, puis scénariste, et la belle histoire de Roger Corman peut commencer. Soon you became a reader of scripts and then a writer, and the beautiful Roger Corman story starts. Elle se fera, cette histoire, malgré, sinon contre, les majors dont vous avez compris qu'un esprit indépendant comme le vôtre n'avait rien à attendre d'autre que des déceptions et des frustrations. You understood that an independent spirit such as yours had nothing to expect from the studios other than disappointment and frustration. De votre premier film, en 1955, Five Gun West, à Frankenstein Unbound en 1990, en passant par Machine Gun Kelly en 1958, The Little Shop of Horrors 1960, où vous donnez un de ses premiers rôles à Jack Nicholson, The Intruder en 1962, Wild Angels en 1966, Von Richthofen and Brown en 1971, vous avez réalisé environ 60 longs métrages. From your first feature in 1955, Five Gun West, to Frankenstein Unbound, and with Machine Gun Kelly, with Little Shop of Horrors, where you gave Jack Nicholson his one of his early roles and parts, with The Intruder, with Wild Angels, Von Richthofen and Brown, you directed 55 or almost 60 feature films. Et on sait pour certains dans quelles conditions de rapidité et d'efficacité. And we know, for some, how fast and efficiently you did. On dit que vous êtes un cinéaste de genre. They say that you are a genre filmmaker. Je veux bien, mais je me demande aussi, appliqué à vous, ce que cela veut dire, puisqu'il n'est pas de genre, précisément, que vous n'ayez illustré de la comédie au western, de l'anticipation à l'horreur, du policier à l'aventure et au film de guerre. That might well be, but let me ask what that can possibly mean in your case, as there is no genre precisely that you didn't explore, from comedy to western, from science fiction to horror. Et puis, il y a hors catégorie le célèbre cycle des contes d'Edgar Allan Poe, qui vous a fait connaître du monde entier. And there is the famous series of the Edgar Allan Poe tales that you made into films and that made you famous the world over. Alors, je dirais simplement que vous êtes un cinéaste, un grand, dont l'œuvre si variée, si dynamique et nombreuse, si inventive, manifeste à chaque instant ce que j'appellerais une joie de cinéma. I will say that you are simply a filmmaker, and a great one, with a body of work so varied, so dynamic, and so rich, so resourceful, so full of what I would call a joy for cinema. Vous avez été aussi un étonnant producteur, figure de l'indépendance à Hollywood, et ce n'est pas moins de 400 films qui vous doivent leur existence. You've also been a stunning producer, a great figure of independence in Hollywood, and there are no less than 400 films that owe you their very existence. Impossible de les citer tous, bien sûr, mais quand même ceux-ci. Le premier film de Coppola, le premier film de Monty Hellman et aussi du même L'Ouragan de la Vengeance et The Shooting, le premier film de Jonathan Demme, celui de Peter Bogdanovich et les premiers de Joe Dante que vous aviez remarqué comme monteur de bande-annonce dans votre société de production, le deuxième Scorsese. It's impossible to name them all. Still, a few. The first film by Coppola, the first film by Monty Hellman, and also from him, Ride in the Whirlwind. And The Shooting, the first feature by Jonathan Demme, the first film by Peter Bogdanovich, the debut films by Joe Dante, and whom you discovered as a trailer editor in your production company.
Il n'est pas exagéré de dire que ces jeunes cinéastes, quand on connaît votre exigence et votre goût de la transmission, vous avez grandement contribué à leur formation, qu'ils ont constitué un temps, avant que leur chemin ne se sépare, une véritable école Corman. It is not an overstatement to say, given your demanding nature and your taste for passing down knowledge, that you're greatly contributed in the education of these young filmmakers, and that they became part, before they moved on to other things, to a true Corman school. Scénariste, réalisateur, producteur, découvreur, on vient de le voir, vous avez été aussi un passeur en ouvrant les salles des États-Unis aux œuvres de Bergman, de Fellini, de Truffaut, par exemple. Screenwriter, director, producer, discoverer, as we just saw, but you also have been a tremendous link, opening American screens to the works of Bergman, Fellini and Truffaut, for example. Et vous avez même été acteur chez Coppola, Wenders, Demy, Dante, Craven. And you were also an actor for Coppola, Wenders, Demy, Dante and Craven. Enfin, quand on connaît votre théorie et votre pratique de la mobilité des compétences sur un plateau, on peut dire qu'il n'est pas de métier du cinéma qui vous soit étranger. Finally, knowing your theory and your practice about putting people's skills to the best use on a set, you can say that there is no craft in this film industry that you don't know about. Vous êtes tout un pan de l'histoire du cinéma, vous êtes le cinéma. You are a chapter in this history of cinema. You are cinema. C'est pour ces raisons que notre ministre de la Culture et de la Communication, vous faisant passer les étapes de chevalier et d'officier dans l'ordre des arts et des lettres, a souhaité que vous en deveniez commandeur. Therefore, our Minister for Culture and Communication, skipping the stages of knight and officer in the order of the arts and literature, has desired to appoint you as commander. C'est pour ces raisons, cher Roger Corman, qu'au nom du gouvernement de la République, j'ai le plaisir de vous faire commandeur dans l'ordre des arts et des lettres. These are the reasons why, dear Roger Corman, that in the name of the French Republic, I have the pleasure of making you commandeur dans l'ordre des arts et des lettres. I'm deeply honored to accept this award. I'm particularly pleased that it comes from the country of France, with which I've had a long and intimate relationship. As a matter of fact, as a United States citizen, it's wonderful to get this from France because there might not be a United States if it weren't for France. Many people are not aware of this, but the French help to the Americans during our Revolutionary War with England was instrumental and helped the United States to be formed. In return, much of our Constitution from the 1780s is referred to in the first French Republic of 1804. Through the years, there's been a great relationship between the United States and France. France was probably the first country to recognize American culture and appreciate what we were doing, particularly having worked with the works of Edgar Allan Poe. I know that Poe was much appreciated by French critics and writers. And coming up closer to the present day, the Lumiere brothers in France gave us motion pictures. We gave you back in return jazz. So some of the great culture of the 20th century has come from both countries. Painters such as Cézanne, Renoir, Monet inspired
American painters. Proust, of course, was instrumental in changing the concept of the novel, which was picked up by American writers. I myself left my studies at Oxford because I felt there was more going on in France than there was in England, and I became a follower of Camus, Sartre, and others, hanging around the cafes Dumago and Flore on the left bank of Paris. So I've always had a great respect, great love for France. I might say more recently, France may have taught us something in your election as opposed to our election. So I thank you very, very much for this. Thank you.